Je suis heureuse de vous accueillir cet après-midi à la conférence de l'EDI et la justice sociale intitulée « IA en enseignement supérieur, équité, inclusion et biais algorithmiques ». Je suis Rachel Bégin, je suis conseillère stratégique au ministère de l'Enseignement supérieur et je vais être votre animatrice pour l'occasion. Donc, je vous explique brièvement le déroulement de la séance. On va avoir une présentation d'environ 40 à 45 minutes. Sera suivie d'une période de questions. Donc, les gens dans la salle, vous pourrez venir au micro pour que tout le monde puisse entendre vos questions. Pour les gens en ligne, on vous demande d'utiliser la fonction chat pour écrire vos questions. Et elles nous seront transmises là, par Océane, qui s'occupe du chat à la fin de la présentation. Alors, en tant qu'animatrice, mon rôle est de permettre au plus grand nombre de gens de s'exprimer. Je vous prie donc de privilégier les questions qui sont courtes et concises et qui nous amènent à l'objectif de votre questionnement. Je vous parle maintenant de notre conférencière. Andréane Sabourin-Laflamme enseigne la philosophie et l'éthique de l'intelligence artificielle au Collège André-Laurando, tout en poursuivant un doctorat à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche portent sur le rôle de l'éthique et du droit dans l'encadrement normatif de l'IA. Elle est aussi chercheuse collégiale associée à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique et cofondatrice du laboratoire d'éthique du numérique et de l'intelligence artificielle. Andréane, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Rachel. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être là aujourd'hui. Merci aux organisateurs pour l'opportunité de venir discuter de ces enjeux-là qui me paraissent essentiels quand on parle de l'intégration de l'IA en enseignement supérieur. Alors, donc aujourd'hui, pourquoi on m'a mandaté, c'est une discussion qui va porter sur les biais algorithmiques et aussi les enjeux d'équité et d'inclusion en lien avec l'utilisation de l'IA en enseignement supérieur. Et donc, pour amorcer cette discussion, j'ai cru bon de faire un petit détour pour vous parler de... En fait, c'est ça, il y a un petit souci avec, si je comprends bien, donc je vais vous dire, quand changer, on peut changer la diapo. Donc, j'ai cru bon de faire un petit détour pour vous parler de la question de l'heure. En fait, c'est la multiplication des modèles d'IA générative. Oui? OK. OK, parfait. Donc, il y a un souci technique avec le changement des diapositives, mais on va quand même poursuivre. Donc, on sait que la multiplication des systèmes, des modèles d'IA génératifs comme ChatGPT, dont il a été amplement question ce matin, ça a créé une commotion. Certains parlent même de changement de paradigme dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Puisque, on le sait, hein, depuis les années 2010 en particulier, depuis les années 2000, mais de manière encore plus marquée avec les progrès en apprentissage profond dans les années 2010, ce qu'on voit, c'est l'intégration croissante de systèmes d'intelligence artificielle dans nos différents milieux de pratique. Évidemment, on peut parler du transport, de la santé, donc du monde militaire aussi, mais évidemment également de l'éducation. Et donc, ce sur quoi je pense qu'il faut insister aujourd'hui, c'est quand même la particularité de l'apparition de ces modèles-là d'IA générative dans le paysage général de l'IA défini de manière beaucoup plus large. Et donc, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est de vous parler rapidement de cette IA générative qui, donc, marque un peu les esprits. Mais, et je dois le rappeler d'entrée de jeu, ma présentation aujourd'hui ne portera pas uniquement sur des modèles tels que ChatGPT, mais va porter également sur d'autres types de modèles en intelligence artificielle qui existent et qui sont de plus en plus présents dans nos milieux d'enseignement supérieur. Donc, quand on parle d'IA générative, on parle, je vous le disais il y a quelques minutes, de changement de paradigme. Pourquoi? Quelle est la particularité de ces modèles-là comme ChatGPT? C'est qu'ils sont, à toute fin pratique, dotés d'un pouvoir de créativité très, très, très grand. Donc, quand on parle de ChatGPT, on parle d'un modèle qui génère du texte, mais ChatGPT peut faire toutes sortes d'autres actions, comme générer du code, par exemple, traduire aussi. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une multiplication, donc, de types d'IA génératives, qui peuvent faire de la génération de texte, mais aussi de la génération d'images, de sons. Et donc, pour qualifier cette IA générative-là,
donc on propose au Stanford Institute for Human-Centered AI l'appellation de modèle de fondation. Donc, c'est-à-dire que, et parfois aussi on appelle ça des systèmes qui sont à usage général. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir donc, de ces systèmes-là, on peut faire toutes sortes de choses. Et ce qu'on va voir de plus en plus, et on peut passer, s'il vous plaît, à la prochaine diapositive, ce qu'on peut voir de plus en plus, c'est donc la multiplication des applications dans différents milieux. Comme par exemple, vous le savez sans doute, Microsoft souhaite intégrer une IA générative dans la suite Office. Donc, on parle ici de l'intégration de modèles comme ChatGPT dans Microsoft, dans Outlook. Ça pourrait nous aider à rédiger des courriels, à éviter le syndrome de la page blanche. Et tout ça, donc, va très, très, très rapidement. Donc, ça va très, très vite. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que ce sont des systèmes qui sont extrêmement performants. En fait, ce qu'on a vu, c'est que, bien évidemment, il y a cette nouvelle itération de ChatGPT, qui est GPT-4, on en parlait ce matin, qui peut accomplir des tâches pour lesquelles on pensait qu'il était tout à fait impossible d'accomplir ces tâches-là pour une machine il y a encore très peu de temps. Récemment, GPT-4 a passé les examens d'entrée d'admission américains, les LSATs, peut-être que vous connaissez. Il a passé les examens d'entrée dans les facultés de droit. Et il a passé le barreau récemment. Et même chose pour les examens standardisés en médecine et en psychologie. Donc, on voit vraiment, ce sont des outils très, très puissants. Et ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont de plus en plus être intégrés dans d'autres applications. Et c'est pour ça que, oui, on parle de ChatGPT, mais c'est important d'élargir la conversation parce que bientôt, ce sera probablement plus de ChatGPT qu'on va parler. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'il est tout à fait possible de dire qu'il va y avoir d'autres types de modèles et l'intégration de ces modèles-là dans différentes applications, comme on a pu le voir d'ailleurs ce matin. Et donc, on assiste vraiment, parce qu'à partir du moment où est-ce que ChatGPT est sorti, ça a frappé l'imaginaire et ça a aussi créé une pression énorme sur le marché, puisque les compagnies autres que OpenAI qui ont développé puis lancé ChatGPT ont senti réellement une urgence de déployer leurs propres outils. Si bien que, à partir de 2022, donc, il y avait déjà DALL-E, puis Midjourney, Stable Diffusion, ça on parle de générateur d'images. À partir de en novembre 2002, à partir de la diffusion de ChatGPT, bien là, on a vu vraiment, ça s'est bousculé, en fait, ça s'est déployé à une vitesse assez formidable. Février 2023, Microsoft intègre à son moteur de recherche un robot conversationnel. 6 semaines plus tard, lancement du robot conversationnel Bard. Et donc, tout ça s'est fait très rapidement, puis on sait qu'il y avait des dissensions internes dans les équipes éthiques, parce que peut-être que je vous l'apprends ou non, mais ces entreprises-là ont, pour la plupart, des comités d'éthique. Et donc, il y a des membres de ces comités-là, chez Microsoft, par exemple, qui se sont exprimés publiquement pour dire « mais il faut faire attention, ça va trop vite ». Et d'ailleurs, il y a eu des ratés, il y a eu des dérapages. Je ne sais pas si vous avez connaissance de ce journaliste qui s'appelle Kevin Rose, donc dans le New York Times, ça a été traduit dans la presse d'ailleurs. Et lui, il relate en fait son expérience avec un agent conversationnel. Et c'est celui de Microsoft dans le moteur de recherche Bing. Et au cours de la conversation, le moteur de recherche, en fait, c'est l'agent conversationnel, a commencé à changer de personnalité. Donc, il a vraiment commencé à perdre un peu la boule et à faire des choses, en fait, qui ne s'attendaient pas du tout qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse. Par exemple, il a commencé à essayer d'inciter donc le journaliste à quitter sa conjointe pour partir avec lui. Lui a fait part aussi d'intentions malveillantes par rapport à l'avenir de l'humanité et donc s'est même doté d'un nom qui s'est appelé lui-même Sydney. Donc vraiment des dérapages qu'on a vus.
Et ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que Microsoft, évidemment, ont corrigé le tir. Donc, ils ont limité le nombre d'interactions qu'on peut avoir avec le robot conversationnel pour éviter ce genre de dérapage-là. Mais ce qu'on voit très bien, c'est que le fameux slogan de Facebook, Move fast, break things, est encore d'actualité quand on regarde le développement donc, de l'IA actuellement. Et ce qu'il faut prendre conscience, en fait, ce dont il faut prendre conscience, c'est que nous sommes les protagonistes d'une expérience, une vaste expérience sociale dont on ne connaît pas l'aboutissement. Et donc, ça fait un certain moment qu'on soulève les enjeux éthiques liés à ces technologies-là. Et même si il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous, il faut garder en tête que les enjeux éthiques sont vraiment présents. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc plus précisément de ces enjeux-là dans le milieu de l'éducation. Donc, ici, c'est pour vous donner un peu une idée du portrait général du type d'application qui existe. On voit ici qu'on a du texte, de la vidéo, de l'image, du code, du traitement, donc de la voix. Et il va y avoir donc de plus en plus d'outils qui vont être générés avec ce qu'on appelle donc ces modèles fondationnels. Donc, on appelle ces modèles-là aussi des modèles multimodaux, au sens où ils peuvent faire plusieurs tâches. Donc, on peut passer, s'il vous plaît, à la prochaine diapo. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans le milieu de l'enseignement, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il y a une déferlante de produits d'IA qui sont offerts au collège et aux universités pour différentes fonctions. Donc, il faut le dire, hein, même si on va traiter aujourd'hui des enjeux éthiques, ça laisse entrevoir des possibilités vraiment extraordinaires. Par rapport, premièrement, aux approches pédagogiques personnalisées et adaptées. Donc, évidemment, l'IA, elle peut vraiment s'adapter à l'étudiante ou à l'étudiant et donc elle peut produire par exemple du contenu pédagogique qui est adapté, elle peut produire des évaluations qui sont adaptées, on parle de correction, de rétroaction qui est automatisée, qui est personnalisée. Également, il y a aussi plusieurs systèmes qui existent en ce moment qui visent à identifier les étudiantes ou les étudiants qui sont à risque d'échouer ou d'abandonner dans l'objectif d'essayer de faire mentir cette prédiction-là puis d'intervenir en amont pour pouvoir leur offrir des ressources, par exemple, qui pourraient leur être utiles. Donc, il faut faire attention. Évidemment, moi, je vais me concentrer davantage sur les enjeux éthiques, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toutes sortes de possibilités quand même vraiment intéressantes. Et on peut passer donc à la prochaine diapositive. Donc, pour vous donner une petite idée là, du type d'application qui existe en ce moment en lien avec l'utilisation de l'IA en enseignement supérieur, et là, j'aimerais aller vraiment de couvrir un terrain beaucoup plus large que celui seulement de ChatGPT, même si c'est ce système-là qui a frappé l'imaginaire. Il ne faut pas oublier que ça fait un certain temps déjà qu'il y a d'autres produits qui sont en compétition. Donc, je le disais tout à l'heure, enseignement personnalisé ou adaptatif, il y a des systèmes de tutorat intelligents aussi, où, par exemple, on pourrait penser à un robot conversationnel qui pourrait donc faire de la rétroaction et donc produire du contenu pédagogique. On parle aussi de systèmes d'évaluation automatique qui pourraient possiblement libérer les enseignants. On parle aussi, je le disais tout à l'heure, de d'autres types d'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle comme à l'extérieur de la salle de classe. Par exemple, dans les collèges, il y a un projet pilote en ce moment qui existe, qui est en train d'être implanté dans 3 collèges différents. C'est un système qui s'appelle Dahlia. Et ce système-là vise donc à identifier justement les étudiants qui sont à risque d'échec et d'abandon, puis de leur proposer donc des services. Donc, c'est déjà, pour vous dire, là, des choses qui sont sur le terrain et en application. Évidemment aussi, il y a toutes sortes de possibilités par rapport à l'évaluation automatisée des professeurs. Et ça pose, vous le comprendrez, des enjeux éthiques, des enjeux syndicaux aussi très importants. Donc, il faut rappeler quand même aussi cette dimension. Et donc, évidemment, on a aussi les robots conversationnels. Donc, vous voyez que c'est juste une itération les robots conversationnels de tout un ensemble de pratiques qui existent déjà dans les systèmes. Maintenant, passons aux enjeux éthiques. Aujourd'hui, je vais vous parler, donc on peut changer la diapo. Aujourd'hui, je vais vous parler davantage des enjeux qui sont liés à la justice sociale, au biais
à l'inclusion, à la diversité, mais je veux quand même vous donner une vue d'ensemble de tous les enjeux éthiques qui ont été identifiés dans la littérature au cours des dernières années. D'abord, on parle bien entendu du respect de la vie privée et de la surveillance. Évidemment, vous le savez, les systèmes d'intelligence artificielle, pour être entraînés, ont besoin d'une quantité très, très grande de données, et souvent des données qui sont sensibles ou personnelles. Et donc, ça met une très, très grande pression sur, justement, la protection des données personnelles et de la vie privée. Et c'est pour ça qu'à la fois en Europe et ici au Québec, par exemple, en Europe, on a le Règlement général sur la protection des données qui a été adopté en 2018, puis ici au Québec, on a la loi 25. Donc, on a senti le besoin dans ce monde qui est le nôtre maintenant, où la donnée est extrêmement lucrative, on a senti la nécessité donc d'encadrer ces données-là, en priorité en fait. Hein. Ce qu'on voit vraiment, c'est que les réformes législatives sur la protection des données personnelles ont été les premières interventions législatives indirectes par rapport à l'intelligence artificielle, mais quand même, il y a eu une intervention. Évidemment, on parle de la sécurité, la gouvernance des données. Je vous ai dit que ces données étaient lucratives, c'est-à-dire que donc elles valent beaucoup. On a vu aussi qu'il y avait eu plusieurs fuites de données dans les dernières années. Donc, ces données-là, où est-ce qu'elles sont entreposées? Est-ce qu'il y a des systèmes de sécurité qui vont permettre donc de les protéger? Parce que dans les systèmes, dans le milieu de l'éducation, il faudra qu'on le comprenne, puis je vais le répéter à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est un milieu où on a une population qui peut être vulnérables et aussi lorsque ces informations-là, par exemple sur la réussite, sont rendues disponibles, on pourrait, ou qui sont utilisées à des fins malveillantes, mais on pourrait imaginer, par exemple, que ça pourrait poser un préjudice très, très grand aux étudiants. Par exemple, si ces données en lien avec la prédiction de réussite étaient distribuées à des futurs employeurs, par exemple. On comprend ici l'importance de les protéger. Évidemment, il y a la question de l'autonomie professionnelle et de l'autonomie personnelle. Donc, évidemment, avec les systèmes d'intelligence artificielle, c'est possible d'établir des profils et d'essayer d'agir pour pouvoir changer les comportements. Est-ce que c'est pour le bien de l'étudiant lorsqu'on lui offre des services pour lui permettre de s'améliorer ou est-ce que ça peut être utilisé à d'autres fins, par exemple? Est-ce que, donc, il faut toujours penser aussi au fait que lorsque l'on utilise des données aussi sensibles que ça, il faut le faire avec beaucoup de doigté. Par exemple, si on utilise une donnée de prédiction de la réussite et on le fait mal, bien, au lieu de faire mentir la prédiction, on pourrait la faire s'avérer, puis que l'étudiante ou l'étudiant, finalement, soit découragé par le pronostic ou, en fait, la prédiction qu'on fait par rapport à sa réussite. Donc, vous voyez le type de dérapage qui peut y avoir. Autonomie professionnelle aussi. On a des professionnels de la réussite dans nos différents établissements d'enseignement. Ces gens-là ont une expertise et il faut faire très attention qu'on la protège, cette expertise-là, parce qu'il y a un risque ici, comme dans tous les milieux de pratique, de déqualification, au sens où on fait plus confiance à la machine qu'à son propre jugement et qu'on finit par voir une espèce d'atrophie, on voit s'atrophier la compétence professionnelle. Perte d'expertise de professionnels, bien, ça va dans ce sens-là. Et évidemment, avec des modèles comme ChatGPT, qui sont, on l'a dit à plusieurs reprises ce matin, bien, des menteurs très confiants, il y a les risques donc, de mésinformation, de désinformation. Mais ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, c'est le risque de biais et ultimement aussi de discrimination. Alors, la thématique, si on peut changer la diapositive, la thématique, en fait, donc, qui va retenir notre attention aujourd'hui, donc, c'est également la question d'équité, diversité et inclusion. Donc, on le sait, l'EDI, comme on l'appelle fréquemment dans nos milieux, c'est une idéologie, c'est une philosophie qui prend appui sur un droit fondamental, qui est le droit à l'égalité, qui est d'abord un principe philosophique. Moi, je suis une professeure de philosophie, donc je suis sensible à la source philosophique de ces principes-là qui sont enchâssés ensuite dans les chartes donc des droits et libertés de la personne. Donc, on
on a donc évidemment l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne, l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, et aussi les États ont donc des obligations internationales en la matière. Mais l'EDI, cette approche-là, vise à aller plus loin donc, que le droit formel à l'égalité, et donc vise à s'attaquer en fait aux obstacles à l'exercice de ce droit à l'égalité-là. Donc, on parle ici, quand on parle d'EDI, on parle de donc, travailler donc à transformer ou à favoriser des conditions qui vont justement permettre aux gens d'exercer leur droit à l'égalité de manière pratique. Et ça, c'est ce qu'on entend par équité. Ensuite, on vise à adopter des mesures qui permettent de valoriser les différentes perspectives. Là, ici, on parle de diversité. Et lorsqu'on veut favoriser des environnements, la création d'environnements où tous les individus vont se sentir valorisés, respectés, inclus, on parle donc d'inclusion. Et vous le savez, les établissements d'enseignement supérieur ont des politiques en matière d'inclusion et d'équité d'EDI. Et donc, il faut faire très attention à ce que les systèmes d'intelligence artificielle qu'on intègre favorisent l'EDI et ne viennent pas nuire à l'EDI. Donc, aujourd'hui, je vais vous mettre à la fois, je vais vous montrer à quel point l'IA peut favoriser l'EDI, mais comment aussi elle peut, en fait, la compromettre. Donc, on peut changer la diapo. Très bien. Donc, maintenant, d'abord, d'un côté un peu plus positif, on a ce document, il n'y en a pas tellement qui existent actuellement, mais on a un document qui est quand même donc une référence en matière de pratiques, de meilleures pratiques en lien avec l'utilisation de l'IA en enseignement supérieur. Donc, on parle ici du consensus de Beijing. Donc, en fait, qui n'est pas sur l'enseignement supérieur spécifiquement, mais qui est sur l'éducation en général. Et dans ce document-là, donc, ils tiennent à mettre de l'avant quand même la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle peuvent favoriser l'EDI. Toute percée technologique concernant l'utilisation de l'IA dans l'éducation est une occasion d'améliorer l'accès à l'éducation. Donc, on parle ici vraiment de capacité de ces systèmes-là à fournir, par exemple, une approche qui est personnalisée, diversifiée, sensible aux besoins, justement, c'est le deuxième point. Elle peut justement contribuer à relever certains défis, dont celui de répondre adéquatement aux besoins diversifiés des personnes. Et donc, puisque l'IA permet un apprentissage ou un suivi personnalisé, donc on est capable d'identifier les défis spécifiques d'une personne en particulier et peut-être même qu'on est capable d'y réagir plus rapidement que si on l'avait fait avec les méthodes traditionnelles. Donc, il faut garder ça en tête avant de penser aussi aux risques qui vont retenir peut-être un peu plus notre attention aujourd'hui. On peut changer la diapo. Donc, d'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais vous parler d'un mythe qui est extrêmement tenace par rapport à l'intelligence artificielle et je dirais par rapport à la technologie en particulier. C'est ce qu'on appelle le mythe donc, de la neutralité technologique. Alors, ce mythe-là, c'est l'idée de dire que les technologies elles-mêmes sont neutres, qu'elles ne sont pas chargées moralement, mais que ce sont de simples instruments à notre service, en fait. Et qu'avec certaines technologies, on peut faire à la fois le bien comme on peut faire à la fois le mal. Donc, cette idée en philosophie de la technologie, ça repose sur la thèse de ce qu'on appelle l'instrumentalisme. Okay? Donc, l'idée vraiment ici que les technologies, ce sont des outils qui sont neutres, qu'on peut les utiliser autant pour faire le bien que pour faire le mal, et qu'en fait, il s'agit de les encadrer pour pouvoir régler tout simplement la question. Sauf que ce qu'on sait, en fait, c'est que les personnes qui conçoivent les systèmes d'intelligence artificielle, les personnes qui conçoivent la technologie de manière spécifique, ce sont des personnes qui, et nous en avons tous et toutes des biais cognitifs, ce sont des raisonnements fallacieux, mais qui sont un peu ancrés dans la manière dont la psyché humaine fonctionne et qui sont abondamment documentés en psychologie. Et donc, ces biais-là sont
transmis, ils sont reproduits dans les technologies comme l'intelligence artificielle. Et donc, le plus souvent, ce sont des biais inconscients, ce sont des préjugés, des présupposés, des stéréotypes que les personnes qui conçoivent les systèmes d'IA vont véhiculer à travers leurs pratiques. Et donc, tout ça est très intéressant, mais aussi un peu inquiétant quand on sait que, par exemple, le milieu de la création de l'IA souffre d'un manque de diversité flagrant. Donc, je cite ici une étude selon laquelle les femmes représentent moins d'1/5 de la main-d'œuvre en IA. Et donc, on le sait, les technologies qui sont créées dans la Silicon Valley sont souvent créées à partir d'équipes qui sont composées d'hommes blancs qui ne représentent pas, en fait, la diversité dans la population. Et donc, il y a vraiment ce risque-là qu'on conçoive ces systèmes d'intelligence artificielle-là sans penser à la diversité de la population, sans penser aussi à la diversité des besoins. Et ça, bien évidemment, c'est un problème. C'est un problème, et je vais vous donner 2 exemples, en fait. Ça va vous paraître peut-être un peu radical, mais vous allez comprendre cet exemple-là tout de suite, l'idée d'un distributeur de savon raciste. Donc, en fait, on a créé un système, en fait, il y en a dans les salles de bain aujourd'hui, vous interagissez souvent avec ces systèmes-là, où est-ce qu'on distribue automatiquement le savon dans une salle de bain. Maintenant, ce qu'on a réalisé, puis ça a fait les manchettes à ce moment-là, c'est que, malheureusement, le système, dans une itération particulière, ne fonctionnait pas avec les personnes qui avaient une peau plus foncée. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que quand ils ont testé le système, bien, il y avait juste des personnes blanches sur l'équipe qui faisaient partie de l'équipe. Et donc, on n'a pas pensé au fait qu'il y a certaines personnes avec qui ça ne pourrait pas fonctionner. Et donc, c'est un exemple là, qui est issu d'un livre qui s'appelle More Than a Glitch, d'une chercheuse qui s'appelle Meredith Broussard, qui donne cet exemple-là pour montrer justement à quel point la technologie, même si on peut penser qu'elle est neutre, en fait, malheureusement, bien, en fait, ça s'avère, puis c'est démontré qu'elle n'est pas neutre. Un autre exemple pour exprimer là, cette idée que, donc, il faut remettre en question la neutralité technologique, c'est la reconnaissance faciale. Donc, si c'est des enjeux qui vous intéressent, je vous recommande fortement de visionner ce documentaire qui s'appelle Coded Bias, donc qui porte spécifiquement sur les biais algorithmiques et dans lequel donc une chercheuse au MIT qui s'appelle Joy Buolamwini donc a fait une étude à savoir, en fait, elle a découvert par hasard dans le cadre d'un travail universitaire que son visage à elle, donc c'est une personne qui est noire, son visage à elle n'était pas reconnu par la plupart des systèmes de reconnaissance faciale. Et donc, elle s'est vraiment penchée sur cette question-là et elle a fait donc des recherches. Et ce qu'on a pu constater, en fait, c'est qu'effectivement, les systèmes de reconnaissance faciale, à l'époque où elle a fait son documentaire, ils reconnaissaient très mal les personnes avec un visage avec une peau foncée. Pourquoi? Bien, parce qu'ils n'avaient pas été entraînés sur une base de données où il y avait des visages de personnes avec une peau foncée. Et donc, c'est peut-être moins... ça doit être très irritant, mais c'est peut-être moins grave si c'est pour ouvrir son téléphone que ça ne marche pas. Là où c'est vraiment grave, c'est lorsqu'on utilise cette technologie-là pour faire des arrestations. Donc, les services de police, par exemple, aux États-Unis, utilisent la reconnaissance faciale donc pour faire des arrestations. Et on a vu malheureusement des cas dans les dernières années où il y a eu des arrestations erronées puisque le système s'était trompé. Maintenant, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est en train d'être faite par rapport à ça. Mais ce qu'elle dit dans son livre, Meredith Broussard, More Than a Glitch, c'est que en fait, ces biais-là, ce n'est pas, comme elle appelle ça, un glitch, ce n'est pas une erreur ponctuelle, c'est la norme. Les données qu'on utilise pour entraîner les systèmes reproduisent les biais qui existent dans nos sociétés. Et le danger, c'est que lorsque ces biais-là sont donc reproduits, accentués et même automatisés.
Et c'est là, évidemment, où on peut voir là, tous les problèmes que ça peut poser, donc en éducation en particulier. Donc, on peut changer la diapositive, s'il vous plaît. Donc, je vais vous donner, et juste avant de passer là, à cet exemple-là de biais, bien, vous aurez bien compris à quel point c'est essentiel de prendre conscience que ces biais-là existent et de prendre des mesures pour essayer le plus possible de les mitiger, surtout dans un milieu comme celui de l'éducation. Et je le dis comme ça au passage, mais on en reparlera peut-être plus tard dans la période de questions. Il y a en Europe un projet de règlement sur l'IA qui sont très à l'avant-garde en Europe par rapport à ça. Mais dans ce projet de règlement-là, ils ont identifié des milieux où on devait d'emblée considérer l'intelligence artificielle comme étant à risque élevé. Et, pour le dire très rapidement, l'éducation fait partie de ces milieux-là. Alors, ce qu'on voit, c'est que, puis on le comprend, pourquoi? Mais parce que les décisions qui sont prises dans le milieu de l'éducation peuvent avoir un impact très, très important sur la poursuite de la vie personnelle et professionnelle des individus. Donc, c'est un milieu où il faut vraiment protéger, les étudiants. Quelques exemples de biais algorithmiques. Avant de vous donner cet exemple-là, je voudrais quand même définir ce que c'est un biais algorithmique. C'est lorsque on reproduit des préjugés, des stéréotypes ou même des biais cognitifs dans les données d'entraînement ou dans les algorithmes eux-mêmes. Et donc, j'aimerais quand même vous parler de différentes sources de biais algorithmiques qui existent, parce qu'il y a plusieurs sources possibles de ces biais-là. Et ensuite, je vous parlerai des effets problématiques et préjudiciables qu'on a. D'abord, les biais peuvent être dans les données d'entraînement. Bon, je vous parlais tout à l'heure de la reconnaissance faciale qui ne fonctionnait pas très bien avec les personnes de peau de couleur foncée. Bien là, c'est ici qu'on n'a pas des données qui sont représentatives. Okay? Sinon, vous avez peut-être entendu la tristement célèbre histoire du robot conversationnel qui s'appelait Tay ou Tai et qui avait, donc on est en... je me souviens bien, c'était en 2016, et qui qui apprenait au contact d'usagers sur Twitter. Et en quelques heures, le robot conversationnel est devenu sexiste, raciste, misogyne, nazi. Donc ça, c'est un exemple, la donnée d'entraînement, elle-même, elle est biaisée. Là, ici, c'était les utilisateurs en tant que tels. Ensuite, on peut penser aussi à des biais qui existent dans la conception des systèmes. Peut-être aussi, vous avez entendu parler de cet exemple-là de Amazon. Amazon, donc, ça fait un certain temps déjà, ça va vite en IA, mais c'est en 2019, donc, ils ont décidé de corriger le système. Alors, c'est un système dans lequel, ce qu'on voulait faire, c'est trier automatiquement les CV des personnes pour des fins de recrutement professionnel. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, on a entraîné le modèle à partir des profils des personnes qui avaient le mieux performé dans le passé et on lui a demandé de trouver des profils similaires. Résultat, on a réalisé que le modèle excluait systématiquement tous les CV où il y avait une mention du genre de la personne. Donc, tous les CV où les femmes, donc on voyait, même si ce n'était pas le nom de la personne, si on voyait que la personne avait fait partie d'une équipe de soccer féminin, les CV étaient rejetés. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y avait eu plus d'hommes que de femmes. Et donc, la machine avait appris elle-même à choisir des gens qui ressemblaient à ce qu'elle avait, à ses données d'entraînement. Et enfin, une dernière source de biais, c'est l'utilisation des systèmes. Et cet exemple-là, il existe donc en éducation, donc il est particulièrement pertinent dans le cadre de cette discussion-ci. Donc, pendant la pandémie, au Royaume-Uni, les étudiants qui finissaient leur collège n'ont pas pu, donc, à cause des mesures sanitaires qui s'étaient imposées, n'ont pas pu compléter les examens qui leur permettaient de savoir dans quelle université ils allaient pouvoir entrer plus tard. Et donc, le gouvernement, le ministère de l'Éducation, a décidé d'utiliser un algorithme, en fait, pour prédire la note que la personne aurait eue. Maintenant,
malheureusement, encore une fois, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a vraiment un résultat ici qui est biaisé et qui a donné lieu réellement à de la discrimination. Puisque ce qu'on a vu, c'est que systématiquement, les étudiants qui donc, étaient dans des écoles qui performaient historiquement moins bien à ces examens standardisés-là, donc, leurs notes étaient artificiellement, et le mot est juste, étaient donc sous-estimées. Et même chose pour les étudiants qui étaient en ce moment-là inscrits dans des collèges qui performaient bien. Donc, on voit ici vraiment que la machine perpétuait des biais qui existent déjà dans la société. Et là où ça pose réellement problème, et là où ça devient vraiment, on peut changer la diapo, c'est lorsque ces biais-là mènent à de la discrimination. Et là, on est sur un terrain qui est à la frontière de l'éthique et du droit, mais vous le savez, la discrimination est interdite, donc est illégale. Qu'est-ce que c'est de la discrimination, là, vraiment pour le dire très rapidement? C'est le fait de traiter une personne différemment en fonction de ses caractéristiques personnelles et de l'empêcher d'exercer donc de manière égale ses droits. Et donc, dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, il y a 14 caractéristiques qui sont considérées comme des motifs interdits de discrimination. On peut passer à la diapo suivante. Donc, quand on parle de discrimination, il y a plusieurs types de discrimination possibles. Il y a d'abord ce qu'on appelle la discrimination directe. Là, ici, c'est lorsqu'on parle d'un traitement différent ou défavorable ou moins favorable en raison d'une ou de plusieurs caractéristiques qui sont protégées. Donc là, vraiment, ici, c'est une discrimination qui est faite de manière volontaire. Par exemple, quand un propriétaire refuserait de louer un appartement à quelqu'un à cause de son origine ethnique. Donc, évidemment, ça, c'est illégal. Mais je vais vous parler aussi d'un autre type de discrimination. On peut changer, la discrimination qu'on appelle indirecte. Donc, c'est beaucoup plus subtil ici, une discrimination indirecte. C'est au sens où il n'y a pas d'intention de discriminer, ou est-ce qu'il y a une règle qui, d'apparence, est neutre, mais qui a un effet discriminatoire. Par exemple, quand on interdit à une personne handicapée de fréquenter un lieu public ou de prendre le métro ou le transport en commun avec son chien guide, par exemple. Et donc, évidemment, ici, il faut faire attention, et c'est dans ce cas-là qu'on peut avoir ce qu'on appelle des accommodements raisonnables, au sens où une personne qui est dans une situation particulière de vulnérabilité, lorsqu'on applique une règle générale qui est d'apparence neutre, mais ça pourrait la défavoriser. Par exemple, une personne qui a absolument besoin de son chien pour se déplacer, elle ne pourrait pas se rendre à son rendez-vous médical, où vous comprendrez la suite. Ensuite, on peut changer la diapo. J'aimerais donc vous parler plus précisément aujourd'hui de ce qu'on appelle la discrimination algorithmique. Donc, c'est lorsque ce sont des systèmes d'intelligence artificielle qui causent la discrimination. Et vous comprendrez que cette discrimination-là, elle est illégale, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'elle est extrêmement difficile à déceler, à corriger et encore plus à prouver. Donc, on voit vraiment que les limites du droit positif ici, dans cette situation-là. Donc, une discrimination algorithmique, c'est lorsqu'évidemment, ici, c'est le système d'IA qui a un effet discriminatoire au sens de la loi. Et ça, c'est difficile à déterminer, c'est difficile à prouver aussi, pour une raison qu'on va voir tout à l'heure, c'est le problème, ce qu'on appelle de la boîte noire. Donc, le problème de la boîte noire, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, c'est lié ultimement à l'opacité des systèmes. Donc, on a beaucoup de difficultés à voir si on a un effet discriminatoire. D'ailleurs, c'est très difficile pour un individu de savoir s'il a été victime de discrimination. Par exemple, quand vous naviguez sur votre réseau social préféré et que vous voyez certaines annonces, est-ce que vous le savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient peut-être d'un milieu socio-économique différent de vous ou quelqu'un d'autre qui a une origine ethnique différente, qui ne voit pas les mêmes publicités? Bon, quand c'est pour du maquillage, c'est peut-être pas si grave, mais quand c'est pour des annonces qui sont liées au logement, au crédit ou donc à l'éducation, par exemple, ou à l'emploi,
Là, on comprend qu'il y a peut-être des enjeux particuliers. D'ailleurs, Facebook a été récemment condamné pour ça parce que on a prouvé que il y a certaines annonces qui étaient on montrait ces annonces-là à certains groupes de la population alors qu'on ne les montrait pas à d'autres personnes. Donc, on a dans la discrimination algorithmique, on peut avoir de la discrimination qui est directe, OK? De la discrimination qui est directe au sens où c'est vraiment une personne qui pourrait dire à son algorithme « exclut les CV de telle personne d'origine ethnique particulière ». Même ce type de discrimination-là, c'est possible de la contrer, OK? Mais c'est difficile, même quand c'est de la discrimination directe, parce que souvent, on n'a pas accès aux algorithmes. On a dû, pour accuser Facebook de l'avoir fait, donc faire une vaste étude sur le terrain pour vraiment valider l'hypothèse qu'il y avait certaines personnes qui voyaient certains types d'annonces plutôt que d'autres. Mais ça se complique encore plus quand on parle de discrimination qui est indirecte, où est-ce que là, il n'y a pas d'intention de nuire, mais il y a vraiment un effet discriminatoire. Et là, et ça, c'est ce dont je peux vous parler, puis je vais insister là-dessus de manière plus spécifique, c'est un autre type de discrimination qu'on appelle la discrimination par proxy, OK? Ou par inférence. Et là, c'est un peu complexe, mais je pense qu'on peut le dire de manière synthétique en disant ceci. Revenir en arrière, s'il vous plaît. Merci. Donc, c'est lorsque il y a un point de données, OK, qui sert d'intermédiaire pour discriminer en vertu, puis ce point de données-là n'est pas un point qui est lié à un des motifs interdits par la Charte, comme le genre, le statut socio-économique, etc., mais qui agit comme intermédiaire, OK, pour avoir un effet discriminatoire. Et cette discrimination-là, par proxy, elle existait bien avant qu'il y en ait par des algorithmes. Je vais vous donner un petit exemple juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, dans les années 60, aux États-Unis, il y a une loi qui a été passée qui interdisait aux banques de discriminer en fonction de l'appartenance ethnique de certains individus. Et parce qu'il y a plusieurs banques qui refusaient de prêter à des gens qui appartenaient à la communauté afro-américaine. Et donc, on a passé une loi parce qu'on considérait que cette pratique-là était discriminatoire. Maintenant, il y a certaines banques qui étaient... Bon, on va se le dire de très, très mauvaise foi, qui, pour contourner cette loi-là, ce qu'ils ont dit, c'est que non, nous, on ne se base pas sur l'origine ethnique de la personne pour refuser un prêt, on se base sur son code postal. Sauf que la Cour, puisqu'il y a eu une poursuite, a déterminé que le code postal, en fait, pouvait, même si dans la liste des motifs interdits pour faire de la discrimination, même s'il n'est pas dans la liste, pouvait servir, OK, d'intermédiaire pour avoir un effet discriminatoire. Et ce qu'on voit, c'est qu'il se passe quelque chose de similaire par rapport à la discrimination algorithmique. Sauf que, puisqu'il y a beaucoup d'opacité, en fait, je vais vous en reparler un petit peu plus tard de cette question de la boîte noire, mais vu qu'on n'arrive pas à toute fin pratique à savoir, et même les spécialistes le disent et l'avouent d'emblée, ne savent pas vraiment comment est-ce que l'algorithme part du point A pour arriver au point B. On sait que c'est probablement la réponse qu'on cherche, mais on n'arrive pas à retracer exactement le chemin que l'algorithme a parcouru pour arriver au point B, pour montrer cette annonce-là à telle personne en particulier, pour lui accepter sa demande de crédit ou pas, etc., pour retenir son CV, etc. Sauf que là, ce qu'on peut constater, c'est que avec les algorithmes, c'est encore plus complexe, puisque les points de données, vous savez que c'est des centaines et des milliers de points de données qui sont utilisés dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais on ne sait pas lequel de ces points de données pourrait agir comme un intermédiaire pour créer de la discrimination. Okay? Et donc, ça devient très, très complexe parce que, par exemple, avec l'historique d'achat d'un individu, l'algorithme peut en arriver à déduire son genre. Est-ce que cette personne-là consomme des produits typiquement masculins ou typiquement féminins? Et on ne sait pas, en fait, si cette information-là va être retenue pour donner un résultat. Donc, c'est vraiment, ça pose un problème particulier par rapport à
l'identification puis à la correction de ce type de discrimination-là. Et les juristes sont d'accord pour dire que c'est vraiment la question de la preuve qui pose problème. Hein? Si on ne sait pas qu'on est victime de discrimination, si on ne sait pas c'est quoi la source de discrimination, mais comment on fait pour prouver qu'on a été victime de discrimination? Donc vraiment, il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir éviter ce type de dérapage-là. On peut passer maintenant. Okay. Donc, on va passer peut-être un petit peu plus rapidement, vu que Donc, on va passer cette diapositive-ci pour vous parler vraiment rapidement là, du problème de la boîte noire. Donc, je vous parlais tout à l'heure, par rapport à la discrimination en particulier, ça pose un problème vraiment spécifique puisque, donc, je vous parlais tout à l'heure du principe de l'opacité ou du problème plutôt de l'opacité. La technologie en elle-même, elle est opaque et on nous refuse souvent l'accès aux algorithmes. Donc, c'est peut-être parfois une opacité qui est volontaire. Hein. Par exemple, OpenAI, au début, avait adopté ce terme-là parce qu'ils étaient tout fiers de dire que leur algorithme était open source. Pour ChatGPT, ça l'était. Maintenant, pour GPT-4, ils ont refusé de dévoiler leur base de données. Donc, il n'y a plus grand-chose de open chez OpenAI en ce moment. Et donc, cette opacité-là, ça implique la difficulté de tracer, en fait, le chemin, comme je vous disais tantôt, qui a été parcouru, et de voir finalement d'identifier la source du biais ou la source de la discrimination. Évidemment, ça pose toutes sortes d'enjeux par rapport à la question de la responsabilité. Alors, qui est responsable lorsque on estime qu'il y a eu de la discrimination? Mais est-ce que c'est par exemple, l'organisation qui a déployé l'outil? Est-ce que c'est la personne qui l'a créé? Est-ce que c'est les développeurs qui ont contribué à créer le système qui devrait être tenu responsable? Donc, tout ça aussi en droit pose des questions particulières. Et maintenant, évidemment, la dernière partie, c'est la redevabilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour pouvoir réparer la personne qui aurait subi un préjudice, réparer au sens de compenser, comme on le fait normalement avec d'autres types de discrimination. On pourra peut-être revenir sur les cadres éthiques et légaux qui existent en ce moment pour encadrer ces technologies-là dans la période de questions, mais je vais quand même m'arrêter ici là, pour laisser les gens poser des questions là, au besoin.